Donc aujourd'hui, on reçoit deux auteurs d'une publication chez Les Pulls, et près de l'Université Laval. C'est un essai dont le titre est Leadership machiavélique. Alors tout d'abord, on a Virginie Francoeur ici. Bonjour. Bonjour. Qui donc détient un baccalauréat en gestion et une maîtrise en développement organisationnel des hautes études commerciales de Montréal. Puis vous êtes donc à l'Université Laval, tout comme Monsieur Payet, qui est professeur titulaire en management et directeur du groupe de recherche en gestion des ressources humaines et développement durable à la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Des fois, ce genre d'ouvrage-là, on a l'impression que c'est destiné à des gens qui font partie du même milieu. Puis je pense que vous allez au-delà, justement, de ce petit milieu-là. C'est des questions de société, même, au fond, qui sont abordées dans ce petit livre-là. Bien, je vous remercie parce que je pense que quand on l'écrit, on ne sait jamais aussi comment ça va être perçu des gens. Puis je pense que notre objectif aussi, c'était de le vulgariser pour que ça ne s'adresse pas seulement à un public des sciences de l'administration, mais que ça soit un peu plus large. Je pense que c'est ça, Pascal, qu'on voulait faire. Donc, voilà. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a au moins un lecteur. Oui. C'est-à-dire vous. Donc, je lis... Mais plusieurs autres, peut-être, j'espère. Sur le lecteur, bien sûr. Au moins un aujourd'hui. Oui, oui. Donc, juste pour mettre la table, là, le livre part d'un constat. Un constat que vous faites à partir de votre expérience dans le milieu de l'administration. Vous avez remarqué que dans la formation actuelle des gestionnaires, des futurs gestionnaires, on mettait de plus en plus l'accent sur la notion de leadership. L'idée de leadership prend une place prépondérante finalement dans la formation des gestionnaires. Et vous nous faites réaliser que ça a certaines conséquences sur ce milieu-là, sur les rapports aussi qui vont se mettre en place dans le milieu du travail, que ce soit entre les employés et leurs supérieurs, ou juste dans la vision même du travail du gestionnaire. J'aimerais peut-être, juste pour commencer, dire, pour vous, c'est quoi cette idée du leadership pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, puis en quoi il y a un problème, en quoi ça vous a poussé à écrire ce texte-là? Oui, je commence? Oui, parce que c'est votre idée au départ. OK. Donc, je pense que pour répondre à la question, là, c'est plutôt en deux temps. On est parti du constat que les universités avaient drastiquement changé depuis plusieurs années. On observait de plus en plus une sorte de marchandisation de l'éducation où on mettait de l'avant les compétences au détriment des connaissances. Le savoir-être, en fait, était relégué et on mettait de l'avant le savoir-faire. En gros, l'État demande de plus en plus aux universités d'être rentables. Donc, les universités, en fait, répondent, comment elles répondent à ça? C'est d'être en adéquation avec le marché du travail, d'où l'intérêt d'avoir de plus en plus des cours de leadership. Donc, on a observé, moi et Pascal, en faisant une analyse, je pense que c'était 45% des titres qui étaient publiés dans des revues en gestion qui étaient reliées au leadership. Aussi, si je vous mets au défi d'aller vous promener dans une librairie, vous allez voir, même dans des bibliothèques, que dans le domaine de la gestion de l'administration, plus de 50% des titres sont du domaine, en fait, du leadership. Donc, on voit vraiment un intérêt. Puis cet intérêt-là vient justement du nouveau modèle, en fait, des universités qui veulent être en adéquation là, avec le marché du travail. Alors, de plus en plus, on a cette offre-là de cours en leadership. Aussi, on a regardé sur le site d'Emploi Québec pour voir ce que recherchaient les entreprises. Et sur 90% là, des affichages de postes, on demandait d'avoir des leaders. Donc, par définition, des gestionnaires devaient être des leaders, d'où je pense aussi l'intérêt là, des universités d'offrir des cours de leadership. Donc, je pense que c'était vraiment ce constat-là. Puis aussi, autant qu'on observe une demande pour des cours qui sont plus reliés à tout ce qui est de la responsabilité sociale des entreprises, on observe une augmentation justement de tout ce qui est des évasions fiscales de Panama Papers. Donc, c'est un peu ça notre constat. Je ne sais pas si Pascal voulait rajouter quelque chose. Merci. Je pense que la table est déjà bien mise. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous, on en avait discuté, ça fait 2 ou 3 ans peut-être un peu plus qu'on se connaît, depuis que Virginie est inscrite au doctorat et que moi je l'encadre. Et puis, on a des discussions qui vont au-delà du travail qu'on fait, c'est-à-dire par rapport à la thèse.
Et puis, ça nous amène parfois à discuter de certains sujets, notamment le leadership. Et puis, c'est vrai que si moi je dois rajouter quelque chose à ce qui a été très bien dit, c'est que si on regarde, si on a un regard un peu critique sur les formations au leadership, en fait, on s'aperçoit, vous regardez en management, on peut s'y attendre en business. Et puis, quand on navigue un peu sur les autres offres de cours des autres facultés, on s'aperçoit qu'il y a aussi du leadership en éducation, que vous allez en relations industrielles, vous trouvez aussi des cours de leadership. Alors, bon, ça pose une question, parce que ça veut dire, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train à trop parler de leadership, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer le leadership? Bon, alors, ça, c'est le premier point. Alors, moi, en ce moment, je travaille beaucoup, puis avec Virginie, par rapport à sa thèse, sur les problématiques environnementales. Alors, il y a un nouveau thème qui est en ce moment développé, c'est le leadership environnemental. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, un leadership environnemental. Mais ça ne veut pas dire quelque chose. Ça veut simplement dire que moi, je trouve ça étonnant. Alors, bon, pourquoi pas. L'autre aspect, c'est que dans nos discussions, en fait, bon, des fois, on est un peu frustré de certaines choses, et puis bon, on discute, et après on se dit, ouais, mais bon, leadership, d'accord, mais par rapport au superviseur, qu'est-ce que ça veut dire finalement un leader par rapport à un superviseur? Et ce qu'on constate, c'est qu'on a trop tendance à considérer qu'un leadership est forcément un superviseur. Un leader, pardon, est forcément un superviseur. Or, c'est pas forcément vrai. On peut très bien être une personne sans responsabilité quelconque et être un leader. Il suffit d'avoir une idée et d'embarquer des gens pour défendre cette idée-là. Alors, simplement parce qu'avec la notion de leader vient la notion de follower. Et cette notion de follower, elle n'est pas tellement véhiculée parce qu'on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, mais vous avez des auteurs qui développent le principe du follower. Alors, moi, je pense que pour être leader, il faut des followers. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas forcément de recoupement entre un superviseur et un leader. On peut être leader sans être superviseur, et on peut être superviseur sans être un leader. Et ça mériterait d'être un peu plus discuté. Et puis quand Virginie m'a discuté un jour de son projet, moi, je n'étais pas très chaud. Et puis bon, okay, j'allais tout le temps le voir à son bureau, puis j'y parlais de cette idée-là, puis il trouvait ça un peu curieux, mais aussi je vous posais tout le temps plein de questions sur c'est quoi le leadership, pourquoi on étudie ça, puis vous n'étiez pas... Non. Mais bon, ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Je veux dire que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est deux choses complètement différentes. Alors, bon, parce qu'il faut dire les choses. Virginie a joué le rôle de leader en m'embarquant dans son projet. Mais ouais, c'est ça. C'est que là... Et je me suis laissé convaincre. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Puis après, je me dis, bon, le leadership machiavélique. Qu'est-ce que c'est que le leadership machiavélique? Alors, moi, immédiatement, j'ai raccroché en première lecture, en première compréhension, avec tout un domaine du management et du business qui n'est pas trop connu, parce que c'est très difficile, je trouve, de faire des recherches dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle... comment on pourrait dire? C'est le dark side des comportements de leadership et des comportements au travail. Par exemple, si tout ce qui concerne, alors peut-être pas le freinage au travail, mais quand vous en prenez volontairement à la propriété de l'entreprise, vous êtes dans le dark side. Alors je me dis, bon, ok, leadership machiavélique, donc Machiavel, immédiatement, ça a été là mon erreur, et c'est là où Virginie m'a très bien expliqué les choses pour m'embarquer dans son projet. Alors je disais, mais vous m'embarquez dans votre délire. Non, dans son projet. Et puis, mais en fait, donc c'est pas un nouveau concept. Hein. C'est ça qui est important d'avoir à l'esprit, parce qu'un nouveau concept, ça voudrait dire une définition, une opérationnalisation, ce genre de choses, un modèle théorique. C'est l'idée que, corrigez si je me trompe, hein, c'est l'idée que finalement, c'est le leadership d'aujourd'hui interprété à la sauce de Machiavel, hein, qui a écrit Le Prince, tout le monde le sait, sur
comment amener les personnes à diriger, bon, ce genre de choses. Puis en discutant, en fait, je veux dire que le travail de Virginie m'a quand même pas mal impressionné parce que j'avais repéré entre Machiavel et puis un ouvrage qu'on passe aux étudiants pour leur formation, beaucoup de correspondances. Oui, ben moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris parce que Machiavel, bon, c'est un auteur que j'avais eu l'opportunité de lire dans mon parcours, au cégep entre autres. C'est un auteur qu'on enseigne en philosophie. Et c'est assez frappant de voir, et vous l'avez démontré de manière assez convaincante, je trouve, à quel point il y a des rapprochements à faire entre cette culture du leadership, en tout cas, une certaine approche du leadership qui vraiment recoupe les principales thèses de Machiavel, les différents conseils qu'il peut donner justement aux princes qui voudraient prendre le contrôle, aller au pouvoir et aussi conserver ce pouvoir-là. Et ça, c'est assez troublant dans une certaine mesure, parce que là, on se dit, ben, OK, qu'est-ce que ça révèle sur le monde de la gestion si c'est ce qu'on inculque aux futurs gestionnaires? Exactement. Donc, pour vous expliquer aussi un peu ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné, en fait, notre méthode, ça a été de sélectionner un manuel qui est largement là, enseigné dans les écoles de gestion qui s'intitule Alpha Leadership. Et pourquoi on a choisi ce manuel-là, en fait, c'est parce que il est enseigné dans au moins 2 cours universitaires. On a sélectionné aussi des cours au MBA. Pourquoi le MBA? Parce que généralement, c'est des directeurs déjà en fonction ou en devenir. Et aussi, on a choisi ce manuel-là parce qu'il est emprunté plus d'une centaine de fois là, dans plusieurs universités. Alors, notre choix a reposé sur ce manuel-là et ce qu'on a décidé, c'est de faire une analyse là, unique, d'un cas unique, une analyse donc de discours. Et ça a été un peu intuitif pourquoi on a fait le lien avec les éléments déjà contenus d'enseignement dans Le Prince. Juste pour vous donner une idée, on avait aussi là, déconstruit en fait le titre en fait du livre, c'est Alpha Leadership, anticiper, aligner et agir. Et on a cherché là, dans le multidictionnaire la définition des mots et on arrive avec premier, dominer, exécuter, conformité et exercer. Alors pour là le lien, on commençait à avoir un peu le lien avec le prince de Machiavel qui dans le fond, dicte des règles de conduite au prince, c'est-à-dire que comment on peut conserver le pouvoir si on l'a et l'obtenir si on ne l'a pas. Alors là, nous, c'était assez intuitif. On voyait qu'il pouvait y avoir des liens avec le livre Alpha Leadership, je le rappelle, là, qui est enseigné dans des écoles de gestion, avec le prince de Machiavel. Et là, l'objectif, ça a été de faire une analyse de discours, de voir justement avec la rhétorique. Et c'est assez frappant, les résultats, parce que c'est presque du copier mot à mot de Machiavel. C'est sûr que c'est pas le sens littéral qu'il faut prendre en compte, là, c'est plutôt le sens donné, mais on voit vraiment que c'est des propos qui se rapportent à une guerre, c'est-à-dire que j'en ai souligné d'autres. Par exemple, ici, dans le livre là, Alpha Leadership, qui est enseigné, je le rappelle, en gestion, on a des passages comme « prêt-feu visé ». L'astuce est de tirer très vite vos missiles. Réglez le tir sur l'objectif. Vous tirez d'abord, puis visez ensuite. Prêt, avancer, feu, tirer. Alors ça, c'est vraiment... Ce qui était choquant, c'est que c'est dans un manuel qui est enseigné en ressources humaines, où on veut valoriser les relations humaines, mais en fait, les propos sont vraiment... Là, c'est là qu'on faisait les similitudes avec Machiavel. Aussi, dans les 2 ouvrages, on ne dit pas pourquoi. En fait, Machiavel ne dit pas au prince pourquoi, dans le fond, mieux dominer et avoir ses richesses. Comme dans le livre Alpha Leadership, on n'explique pas pourquoi, en fait, devenir leader, mais on explique comment. Donc, dans les 2 livres, on donnait des recettes et ces recettes sont les mêmes. Et en fait, c'est ce qui a été réellement frappant de voir ces similitudes-là. Et on se dit, bon, mais on parle de ressources humaines, qu'il faut valoriser les relations altruistes, mais là, on réalise vraiment qu'on a des formes assez performatives de leadership avec des objectifs qui sont mercantiles. Et ce qu'on dénonçait, c'est que, parce que vu que j'ai fait tout mon parcours en gestion, bac, maîtrise et doctorat, donc bac, maîtrise à HEC. Moi, dans mes cours, on nous enseignait justement que le leadership a émergé dans les années 40, alors que là, on démontrait que non, ça existe depuis le 16e siècle. Et aussi, ce qu'on dénonce dans le livre, c'est que dans les écoles de gestion, souvent, on met de l'avant seulement 3 formes de leadership qui sont transformationnelles, transactionnelles et laisser-faire.
Bon, là, c'est sûr que j'enseigne le cours comportement organisationnel. Pascal aussi enseigne avec la directrice du cours qui est ici. Donc là, on a d'autres formes, on met de l'avant d'autres formes de leadership, comme le leadership qui est spirituel, authentique, etc. Mais c'est pour vous dire que même si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir, vous tapez leadership transformationnel, il y a des milliers d'études, alors que lorsqu'on cherche sur le leadership spirituel ou authentique ou éthique, on n'a presque rien. En fait, beaucoup moins d'études. Et je pense que c'est ça, en fait, le constat qu'on trouvait, c'est que, ben, pourquoi dire ça aux étudiants si c'est pas vraiment le cas? Pourquoi mettre de l'avant ces théories-là et dire que c'est des formes très altruistes, alors que nous, on démontre que c'est des formes assez machiavéliques de leadership? Je sais pas si Pascal, vous voulez... Ouais, je vais peut-être pas prendre le micro parce que si Okay. on m'entend jusqu'où, parce que j'ai un retour et ça m'agace un peu. Il y a plusieurs formes de leadership. Hein. C'est sûr que si on parle du leadership moderne, hein, c'est-à-dire celui qui effectivement existe depuis les années 40, hein, c'est finalement très récent hein, par rapport à l'histoire des idées, par rapport à l'histoire des idées en management. On se situe à peu près au milieu du gué parce que les premières réflexions sur le management, ça date du XVIIe siècle. Hein. Il y a certains travaux, c'était pas du management, mais enfin, quand on regarde, on est proche quand même. Donc c'est assez récent. Alors là, ça laisse croire qu'il n'y a qu'une seule forme de leadership, alors qu'il y a effectivement plusieurs formes de leadership. Il y a le leadership servante, où ce qu'on dit, c'est que c'est la personne, donc le superviseur ou le gestionnaire, quand on se limite qu'à ça, qui est au service des personnes qui l'encadrent. Ça, c'est totalement passé sous silence quand on regarde ce manuel-là. Alors, bon, on ne dit pas que... moi, je ne le dis pas, peut-être que Virginie le pense, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais la question, c'est que si on commence à se limiter à une seule forme de leadership, on laisse croire que le leadership, c'est simplement ce qu'on cherche à expliquer dans cet ouvrage. Alors, l'autre aspect qui... on n'en a pas discuté, mais là, je me rends compte maintenant, en entendant Virginie, c'est alpha leadership. Moi, alpha leadership, ça me fait penser à mâle alpha ou femelle alpha, selon les... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, qu'il y en a un qui a une position dominante et que les autres suivent sans trop rien dire. On sait à quoi ça conduit, hein, ce genre de position. Hein. L'histoire est pleine de cas comme ça problématiques. L'histoire ne parle pas forcément de cas de leaders qui ont été très vite arrêtés dans leur... mais pour le bien, et qui ont très vite été arrêtés dans leur mouvement où on tasse un peu. Donc, tout ça, c'est... Est-ce que c'est parti d'un agacement? Je ne sais pas, mais... Bon, donc on s'est fait un peu plaisir, et puis après, bon, ça donnait... un jour, Virginie me voir en disant bah tiens, voilà, les pulls ont accepté de publier. Alors merci pour les pulls déjà. Et puis moi, ma première idée, c'était de dire tiens, les pulls, on lance une nouvelle collection. Et une petite collection pour ce genre de... Ce qui est très bien, c'est dans les formats de tous les éditeurs, hein, des petites collections sur des choses très précises. Puis en fait, non, donc je me suis trompé. Et... donc c'est bien aussi de pouvoir véhiculer ce genre d'idées et de dire que non, il n'y a pas que cette forme-là de leadership, que ça ne doit pas être perçu comme la seule forme. Il y a d'autres formes alternatives, des formes qui sont un peu plus humaines. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas trop, mais plus orientées sur le soin des autres. Hein. On finit avec des notions de care, hein, éthique du care, ouais. Prendre soin des autres. Ça ne veut pas dire, c'est pas forcément un altruisme béat, c'est simplement prendre soin des autres. Ça veut dire essayer de comprendre dans quel état d'esprit ils sont quand ils font ce qu'ils font. Et donc ça veut dire s'intéresser aux autres, comprendre où sont les limites de leur action pour pouvoir les aider. Si c'est de cette forme de leadership-là dont on souhaite parler, là je dis d'accord. Ouais. Pas moi. Hein. Peut-être que d'autres personnes, collègues, proches ou d'autres confrères dans d'autres universités à dire non, Payet a tort, oui, peut-être. Mais pour moi, je pense que
on arrive à des choses positives à partir du moment où on s'intéresse aux autres. Donc c'est des formes d'altruisme, c'est l'entraide, ce genre de choses. Et le leadership a son mot à dire. Ouais. Mais donc là, ce serait le servant leadership. Est-ce que ce serait le leadership spirituel? Je ne suis pas certain. Bien que je ne sois pas un spécialiste du leadership, mais moi je regarde ça avec un regard lointain puis un peu critique. Là, on est rentré un peu plus dans l'analyse. Mais c'est vrai que l'idée, c'est-à-dire, alors bon, j'insiste, hein, je l'ai peut-être dit, mais j'insiste, c'est pas un nouveau concept, hein, c'est pas quelque chose, c'est vraiment montrer qu'il y a un alignement qui est avec des choses qui sont connues depuis le 16e, que finalement, est-ce qu'on essaye de faire du vin nouveau dans une vieille bouteille? Peut-être. Mais moi, c'est une des... Non. Mais il y a une... Pas nous, mais venir... Oui, c'est ça. Ceux qui mettent de l'avant certaines formes de leadership. Oui. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. En tout cas, un des passages qui m'a le plus frappé, c'est vraiment quand vous dites, sous ce terme de leadership qui apparaît comme un terme assez neutre, je veux dire, c'est pas connoté, leadership, se cachent justement ces rapports de domination qui, là, posent peut-être plus problème quand on met en jeu justement des questions morales et de rapports humains et altruistes entre les individus. Oui, puis je vais rebondir sur votre question, mais aussi lorsqu'on parlait du alpha leadership, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, sur le livre, ce qu'on a fait, c'est le visage de Machiavel avec le corps d'un homme d'affaires. Et Machiavel a en fait une selfie de lui, prend une selfie dans son cellulaire. Puis ce qu'on voulait faire, parce que dans le livre Alpha Leadership, pendant que j'y pense, on parle beaucoup du culte du moi. Donc, on a repéré aussi tous les pronoms. C'est toujours le me, myself and I. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire pour en retirer le plus possible, en fait, pour produire mieux et plus à moindre coût. Et on parle beaucoup de... On dit toujours ses employés SES. On parlait même de ses disciples. Alors là, on se demandait, est-ce que, en fait, le leader pourrait être perçu comme le prince d'autrefois, c'est-à-dire qu'on engage une classe ouvrière qui est sous-payée pour travailler pour soi, comme le prince le faisait autrefois. Donc, les royaumes n'existent plus, les forteresses n'existent plus, mais je pense que, comme Pascal le dit, je pense qu'on fait plus en fait, on jumelle deux concepts pour montrer ce lien entre Machiavel et le leadership. Pour revenir au rapport de domination, ce qu'on dit, c'est que socialement, c'est probablement plus acceptable de parler de leadership que de relations de domination. Et c'est pourquoi on a choisi le cadre conceptuel de Pierre Bourdieu, le sociologue français. On trouvait, parce que Pierre Bourdieu parle beaucoup des inégalités sociales et des relations de domination. Alors, pour ceux peut-être qui connaissent moins Bourdieu, le cadre conceptuel, c'était, en fait, selon Bourdieu, il y a des champs, donc champs artistiques, culturels, économiques, et à travers ces champs, on a les dominés et les dominants. Alors, les dominants sont des individus qui ont une position hiérarchique, soit dans une université ou dans une entreprise. Si on prend l'exemple d'une université, un dominant pourrait être perçu comme un professeur. Pourquoi? Parce que de sa position hiérarchique, on a une certaine légitimité. Alors, il va enseigner des concepts, par exemple, de leadership qui peuvent être machiavéliques. Et les étudiants, dans cette position-là, peuvent être des dominés parce qu'ils en viennent à intérioriser ce discours-là qui est dominant. Donc, on a le discours dominant qui est intériorisé par, ça peut être les étudiants ou dans le milieu du travail, les leaders machiavéliques peuvent être perçus comme les dominants, les employés comme des dominés parce qu'ils se soumettent à ce régime-là. Et là, lorsque le discours est intériorisé, on a formation d'habitus. Donc, les habitus, c'est vraiment notre perception de concevoir le monde, notre façon d'être. Et ensuite, on a, lorsque les habitus sont intériorisés, Bourdieu appelle ça la violence symbolique. C'est-à-dire que les étudiants qui en viennent à ne pas remettre en question peut-être ces formes-là de leadership, en viennent à penser ou à percevoir ces relations-là de domination comme allant de soi, comme étant naturelles. Puis je me rappelle aussi, j'avais été mandatée là, quand j'étais à la maîtrise par le CRSH pour participer à une table ronde avec plusieurs étudiants. C'était comment imaginer l'avenir en recherche du Canada. Et tous les étudiants avec qui j'étais
percevaient ces relations-là de pouvoir comme étant normales. Donc, ça va de soi que dans des multinationales, quelqu'un détient tous les capitaux et on engage des employés qui sont sous-payés. Alors, ça, c'était le cadre conceptuel qui nous permet, en fait, qui nous permettait à Pascal et moi de mieux comprendre ces relations-là de domination, comment, dans certains cours, les étudiants futurs travailleurs en viennent à intérioriser ces relations-là. Et ensuite, dans le milieu de travail, les leaders peuvent devenir justement des dominants et les suiveurs, donc, vont devenir des dominés. Donc, je ne sais pas, Pascal, si c'est clair. Oui, pour moi, c'est clair. Mais en gros, je pense que c'était ça aussi qu'on voulait démontrer, comment, parce qu'on ne voulait pas juste critiquer le modèle en place, on voulait aussi le comprendre, puis savoir, mais comment, dans certains programmes universitaires, on en vient à reproduire ces relations-là de domination qui, ensuite, arrivent sur le marché du travail. Au fond, c'est un système que vous décrivez. Il y a une mécanique qui fait en sorte que ceux qui adhèrent à cette idée du leadership sont promus à des postes clés qui, eux, vont par la suite retransmettre cette idéologie-là et ainsi de suite. C'est un peu ça l'idée. Je caricature, là, je grossis le trait, mais quand même, au fond, c'est un peu ça. Enfin, l'idée, c'est que ça laisse croire que c'est une mécanique sociale qui est facile à mettre en œuvre. Or, c'est pas certain que... je suis pas sûr, je peux me tromper, mais je suis pas sûr que être un leader, ça s'enseigne. Pas certain. Nous, dans notre faculté, on a de très bons cours qui s'appellent habileté de gestion. Ça, d'accord, ça s'enseigne, ça fait du sens. Ce sont des cours très populaires qui fonctionnent très bien. Moi, je crois plus à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des cours sur ce que c'est que le leadership. Parce que ce sont des concepts avec une très grosse littérature. Il y a des revues scientifiques qui sont dédiées au leadership. Je ne sais pas combien il y en a peut-être, je vais dire une dizaine comme ça. Je ne vais pas vous donner les noms, mais il y en a une dizaine. Donc ça fonctionne. Ça veut dire que c'est un champ disciplinaire qui se développe, qui fait du sens, pour lesquels, tout à l'heure, j'ai utilisé les mots de modèle, de concept, d'opérationnalisation. C'est-à-dire que ce sont des réalités sur lesquelles beaucoup de personnes travaillent. Maintenant, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un je vais t'apprendre à être leader? Je suis pas sûr. C'est une expérience qui... est-ce que c'est génétique? Non, ça serait une stupidité de dire ça, mais il y a peut-être une tendance ou une capacité à emmener des gens faire des choses dans des cas très précis. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps leader en toutes circonstances. Ça, moi, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Je pense que pour un sujet qui nous passionne, on est capable d'emmener des personnes, parce que ça demande des ressources, des convictions, ça demande que des personnes comprennent ce qu'on dit. Des connaissances. Des connaissances. Et moi, je pense qu'on peut être leader pour certaines choses et puis pas pour d'autres. Voilà, c'est contextualisé. Faut aussi avoir envie de le faire. Tout à l'heure, la petite boutade, c'était c'est que Virginie m'a emmené là-dedans, donc elle a été leader là-dessus. Bon. Peut-être qu'elle pourrait être leader sur autre chose, et peut-être que pour d'autres choses, elle ne pourrait pas l'être. Donc, faut pas penser que, faut pas laisser croire que parce qu'on va lire l'ouvrage, alors pas le nôtre, mais celui d'Alpha Leader, que immédiatement on va devenir leader. C'est comme si on disait, par exemple, je vais t'apprendre à écrire un roman. Oui, il y a des mécanismes, mais il faut le faire. Et après, il y a l'histoire du talent, il y a tout ça. Oui, il y a les bons romans et les moins bons. Voilà. Puis ce qu'on disait aussi, c'est que justement, on se posait la question comment on enseigne ça, le leadership, c'est-à-dire que je pense que des gens peuvent être prédisposés. Donc oui, dans un cours, mais comment dans un cours de 45 heures, on peut apprendre l'altruisme, comment on peut apprendre à des gens à être charismatiques. Fait que ce qu'on disait, c'est beaucoup plus par des expériences. Puis dans le fond, c'est sûr qu'on ne fait pas juste critiquer le modèle en place. Aussi, on termine là, par proposer des nouveaux modèles, des modèles de leadership qui sont plus humanistes. Puis, ce qu'on dit, c'est que je pense que il faudrait il n'y a pas une solution non plus miracle. Puis, on propose là une solution qui est, je dirais, peut-être plus macro et micro, donc à différents paliers. C'est-à-dire qu'il faudrait que
des individus s'immiscent dans le corps professoral, qui ont des habitudes différentes, donc qui ont des philosophies différentes aussi de voir le leadership, et aussi à travers peut-être repenser certains programmes, peut-être aussi valoriser davantage l'expérience, parce que je pense que, comme Pascal le disait, comment on peut apprendre ça dans un cours de 45 heures, ce qui ne veut pas dire d'enlever non plus les cours de leadership, mais moi, ce que je trouvais dans toute la formation que j'ai eue, c'est qu'on me disait, bon, mais tu suis un cours de leadership, après 45 heures, tu es leader, alors que ce qu'on dit, c'est qu'on peut être leader dans certaines situations, et un gestionnaire n'est pas nécessairement leader. Alors là, c'est comme si on avait un dogme par rapport au leadership.